Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour cette nouvelle émission. C'est l'entretien de la semaine et nous recevons aujourd'hui pour parler des nouveaux défis et des menaces également qui pèsent sur l'État d'Israël. Nous recevons Michel Bar-Zohar, historien, mais également il a été longuement membre du Parti travailliste et même député travailliste. Bonjour. Bonjour. Alors menaces et défis qui pèsent sur l'État d'Israël, ils sont nombreux. Ce n'est peut-être pas dans l'ordre de priorité que définit aujourd'hui Binyamin Netanyahou, mais ils existent tous. Nous allons notamment commencer par le front diplomatique et sécuritaire. Alors, dans l'environnement d'Israël, de nombreux pays qui ont connu ce fameux printemps arabe, des révoltes populaires qui ne sont pour la plupart pas terminées. On le voit en Syrie, on le voit en Égypte, et puis également un silence inquiétant en provenance du Liban ou encore de Jordanie. Michel Bar-Zohar, de qui doit-on être le plus inquiet aujourd'hui dans cet environnement ? Bien sûr, le plus, c'est deux pays. C'est l'Égypte, qui est en train de traverser des moments très difficiles. Et comme l'Égypte est le pouvoir le plus sérieux dans le monde arabe du Moyen-Orient, je pense que tout ce qui se passe en Égypte, avec laquelle nous avons un traité de paix, est d'une importance cardinale pour nous. N'oublions pas que c'est l'Égypte qui a en fait médié, c'est elle qui a arrangé le cessez-le-feu avec le Hamas à Gaza après la dernière opération. Et en effet, ça marche, ça tient. Mais maintenant, nous voyons que le président Morsi est en situation extrêmement précaire et ça nous intéresse beaucoup comment ça va marcher. Comment le traité de paix avec l'Égypte va tenir. Alors on le voit, il a réussi à tenir le coup, ce traité de paix entre l'Égypte et Israël, malgré la montée au pouvoir des frères musulmans. Aujourd'hui, vous craignez que si demain Mohamed Morsi tombe, ce traité de paix tombe avec lui ? Si demain Morsi tombe, sera une guerre civile en Égypte, sera une confrontation terrible entre les frères musulmans et le public plus séculaire. Peut-être l'armée va encore une fois prendre le pouvoir. Nous voulons quand même une Égypte stable, qui peut vraiment participer à ce que Morsi a pris un moment à comprendre. Ça veut dire qu'il veut, comme vous avez dit avant, de garder au moins la paix sur place, la paix de fait. Peut-être pas changer, ils veulent changer des mots, ça va pas marcher, mais ils ont compris qu'ils doivent garder le traité de paix avec Israël. Alors comme vous venez de le préciser également, Mohamed Morsi a compris peut-être un peu trop tard urgences auxquelles il devait faire face pour redresser le pays. Un peu trop tard, est-ce qu'aujourd'hui c'est trop tard pour les frères musulmans en Égypte ? Je vois que l'opposition est en train de garder son pouvoir et d'attaquer de nouveau, jour après jour, le gouvernement. Alors je ne sais pas si les frères musulmans pourront tenir et surtout si l'armée va finalement accepter cette situation. Alors cette opposition, c'est une opposition laïque pour l'essentiel. Oui. Alors justement, elle devrait rassurer les Israéliens, non, après la montée au pouvoir d'un régime islamique, si c'est une vraie alternative au pouvoir du moins. Bien sûr, mais nous craignons qu'il n'y aura pas un changement de pouvoir. Il y aura, disons, un tohu-bohu en Égypte, ce qui sera très mal pour nous. Une vague de chaos, en tout cas, c'est ce qui semble également guetter la Syrie. On ne cesse de prédire la fin de Bachar al-Assad, une fin qui ne vient toujours pas. On craint la fuite des armements chimiques aujourd'hui. Il y a eu une opération israélienne sur le terrain, où Barak l'a reconnu dimanche à demi-mot. Est-ce que c'est la première de cette opération, c'est la première d'une longue série ? Je crains que oui. Je crains que que Israël devra faire tous les efforts pour que les armes n'arrivent pas chez le Hezbollah au Liban, et aussi d'éviter que les armes chimiques tombent aussi dans les mains d'Al-Qaïda ou d'autres organisations terroristes. Alors justement, comme je précisais à l'instant, le Hezbollah n'est pas la seule menace aujourd'hui qui pèse sur l'État d'Israël. Ces armes chimiques peuvent également tomber entre les mains de groupuscules terroristes sunnites, et ils sont nombreux aujourd'hui en Syrie. Le seul moyen aujourd'hui pour les Israéliens d'empêcher un tel état de fait, est-ce que ce ne serait pas finalement une intervention de la communauté internationale ? La communauté internationale n'intervient pas très souvent, comme vous savez. Elle préfère de condamner les méchants et les bons, en ce cas avec Israël, avec des fortes paroles, mais ne fait rien. Surtout que la Russie et la Chine sont toujours en train de soutenir Bachar al-Assad. Alors ils ne vont pas adopter une position qui dit intervention active en Syrie. Alors la communauté internationale est pourtant intervenue en Libye, en Afghanistan et même a soutenu l'opération française au Mali. Aujourd'hui, les armes les plus dangereuses en circulation le sont en Syrie.
Pourquoi est-ce que la communauté internationale agit ainsi avec 2 poids, 2 mesures face à ces différents conflits? Parce que dans ce cas, la Russie a des intérêts très clairs en Syrie. Et ça, c'est une chose. Elle veut préserver ses intérêts. Et deuxième point, tout ce qui est, disons, commandé par les Américains, les Russes vont s'y opposer. Ça, ils luttent toujours, c'est toujours la lutte, disons, éternelle entre les 2 blocs. C'était une fois les rois de la Russie, c'est devenu après l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est la Russie de Poutine, mais toujours, c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, on constate un certain double langage en provenance de Moscou. Il y a d'un côté des livraisons d'armes qui continuent, et puis de l'autre, Moscou qui ne soutient plus, du moins publiquement, les actions de Bachar al-Assad. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la preuve d'une évolution de la Russie, de ses positions? Je dirais une évolution va se présenter quand les Russes vont aussi adopter les positions des autres membres du Conseil de sécurité qui disent qu'il y a besoin d'une intervention militaire en Syrie. Pour l'instant, les Russes s'y opposent d'une façon très claire. Et cette évolution, selon vous, n'interviendra pas à court terme? Non. Je crains que le monde va laisser les choses comme elles sont aujourd'hui. Et nous nous dirigeons peut-être à un morcellement de la Syrie dans une région kurde, une région sunnite, une région des Alaouites, près de Tartus, dans le nord-ouest de la Syrie. Et je pense que déjà même Assad prépare son départ pour cette région-là, où il pourra continuer son règne sur une petite partie de la Syrie. Donc finalement, ce qui attend le Moyen-Orient de demain, avec toutes ces révoltes populaires, c'est un nouveau dessin des frontières qui respecte davantage les populations et les ethnies, au même titre que ce qui s'est passé en Afrique ces dernières années? Oui, mais ce qui prouve premièrement que les ethnies qui ont été amalgamées d'une façon ou d'une autre, il y a combien? Presque 100 ans de cela, sont restées les mêmes. Et quand même, après tout, vous avez cela aussi en Irak, où vous avez déjà trois régions qui se détachent l'une de l'autre et que chacune veut proclamer son indépendance. Je pense que le printemps arabe est devenu un hiver arabe, un gel arabe pour très longtemps, un gel sur le plan politique, pas sur le plan des batailles intestines qui deviennent de plus en plus dures et de plus en plus âpres. Vous voyez cela aussi en Libye, vous voyez cela aussi en Tunisie. Et comment Israël doit-il faire face à ce chaos politique qui se dessine? Ce qui nous intéresse toujours, c'est premièrement la question de sécurité. Alors, chaos ou pas chaos, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en Syrie d'arrêter ou de limiter le danger des armes chimiques, d'arrêter les livraisons d'armes au Hezbollah. Et sur ce point-là, heureusement, nous sommes en coordination totale avec les États-Unis. Alors en coordination totale avec les États-Unis peut-être, avec l'ONU beaucoup moins, puisque cette action israélienne contre cette fuite d'armes chimiques, donc de la Syrie au Hezbollah, elle a, si on peut dire, enterré une résolution, la 1701, qui était censée autoriser la FINUL à gérer et à empêcher ces transferts d'armes de la Syrie en direction du Hezbollah. Cette action israélienne, finalement, elle a mis en avant ce nouvel échec des Nations Unies? Écoutez, la FINUL n'est pas quelque chose d'actif ou de positif ou de capable. Ne vous faites pas des illusions. La FINUL ne peut pas arrêter les livraisons d'armes. C'est un fait que cette résolution qui a été prise à la fin de la guerre, dans la deuxième guerre du Liban, est restée lettre morte jusqu'à aujourd'hui. Alors, mieux vaut, et moi je me fie beaucoup plus à l'armée d'Israël, à l'armée de l'air israélienne, qu'aux promesses de l'ONU, qui est de toute façon une organisation à majorité anti-israélienne. Et grâce à Dieu, la plupart de ce qu'ils font, c'est des déclarations vides de sens. Alors, il n'en est pas moins qu'Israël a craint ce transfert d'armes chimiques, apparemment, entre les mains du Hezbollah. Le Hezbollah, qui a toutefois un arsenal très considérable aujourd'hui entre ses mains. On parle d'un arsenal 2 à 3 fois supérieur à ce dont il disposait avant la seconde guerre du Liban, ce dernier conflit qu'il a opposé à Israël. Le Hezbollah, qui a donc des armes en quantité, qui a aussi, il faut le dire, le pouvoir politique aujourd'hui au Liban. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'ennemi numéro 1 d'Israël, celui dont pourtant on ne parle quasiment plus? L'ennemi numéro 1 d'Israël aujourd'hui, c'est l'Iran. Ça, il n'y a pas de doute, parce que l'Iran veut se doter d'armes nucléaires, ce qui est un danger pour l'existence même d'Israël.
parce qu'ils sont fous. Hein. Ils ont promis de détruire l'État juif. Et avec cette passion qu'ils ont pour les attentats suicides, les kamikazes, tout cela, ils peuvent très bien le traduire en action d'un État tout entier qui va dire on s'en fiche si on Donc perd le Hezbollah, marionnette de l'Iran. Le Hezbollah a toujours été. Mais le Hezbollah n'est pas un danger pour notre existence. Ils peuvent tirer des fusées. Ils seront détruits par les Israéliens. C'est pas un ennemi à notre taille. C'est pas un ennemi qui met Israël en danger. Les Iraniens, oui, ils sont le plus en danger. Et c'est pour cela d'ailleurs que Netanyahou, en acceptant hier, au samedi, la mission qu'il lui a confiée Shimon Peres, de former le nouveau gouvernement, a mis à la tête de ses priorités arrêter l'Iran nucléaire. Oui, d'ailleurs, beaucoup en ont parlé comme d'une illusion médiatique, puisque ce n'est apparemment pas le premier souci des Israéliens. Mais justement, on va parler encore pour un petit moment de l'Iran et de ce régime des mollahs et de cette menace qui pèse sans cesse, donc existentielle, sur l'État juif aujourd'hui. On a déjà envisagé à de nombreuses reprises l'éventualité d'une opération militaire israélienne, non pas seulement en Syrie ou contre le Hezbollah, mais beaucoup plus loin, en Iran. Vous-même, vous êtes l'auteur d'un livre très récent sur les opérations du Mossad et même encore sur les opérations de l'armée israélienne. C'est une opération qui est toujours envisagée et envisageable aujourd'hui ? Oui, certainement. Israël toujours croit que peut-être, disons, le dernier recours sera finalement qu'Israël elle-même attaque l'Iran. Parce que aujourd'hui, on essaie les sanctions. Aujourd'hui, Obama a dit que toutes les options sont sur la table, toutes les formules d'usage. Mais la question est que quand le moment va arriver où Israël devra décider, si les États-Unis nous disent non, pas encore un an, on va voir. Si le nouveau ministre de la Défense américain dit c'est pas notre premier devoir d'attaquer l'Iran, alors Israël peut se trouver dans une situation où elle sent que ça c'est le moment, parce que au moment où ils auront assez d'uranium enrichi, c'est très facile de construire la bombe sans que les services de renseignement américains le sachent. Et pourtant, Michel Barzoar, cette option, on le sait bien aujourd'hui, ne permettra que de retarder l'obtention d'une bombe atomique pour les Iraniens. Ça ne permettra jamais de mettre à zéro le programme nucléaire qui a été entamé il y a plus de 20 ans. On le sait très bien, c'est vrai. Nous ne pouvons que retarder, mais retarder de quelques années. Et si on arrive à retarder la bombe iranienne en quelques années, on pourra entre-temps envisager d'autres solutions qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Donc ce que les Israéliens espèrent aujourd'hui, c'est la chute de Mahmoud Ahmadinejad ? Oui, mais il tombe de toute façon au mois de juin, il ne sera pas réélu, il termine son terme, et ce n'est pas lui qui décide. Ça, c'est les ayatollahs, ça, c'est les chefs religieux du pays. C'est eux qui tiennent le pouvoir. Et c'est eux qui vont décider. Alors, sans espérer vrai changement des prochaines élections présidentielles iraniennes qui interviendront dans un peu plus de 6 mois, finalement, oui. Est-ce que la chute du régime des mollahs est elle aussi, aujourd'hui, une option ? Aujourd'hui, non. Mais s'il y a une attaque contre l'Iran, dans laquelle l'Iran perd sa capacité nucléaire, au moins pour quelques années, la chute des mollahs est possible. Ou bien, à l'inverse, la chute du régime des mollahs pourrait faire descendre la priorité nucléaire de l'ordre du jour des régimes iraniens. Oui, certainement. Donc c'est aussi une option de faire tomber le régime iranien. Oui, et nous pensons que le changement de régime, finalement, si on pouvait le faire aujourd'hui, c'est la meilleure solution. Parce que c'est une solution sans effusion de sang. Et nous voulons éviter une effusion de sang en Iran. Ça peut vous surprendre, mais Israël ne veut pas être demain accusé d'être le boucher des Iraniens. C'est pour cela que ce sera beaucoup mieux pour nous et pour le monde entier si le programme nucléaire va disparaître par un changement de régime. Alors il n'en est pas moins que les Iraniens, à chaque manifestation aujourd'hui contre le régime de Mahmoud Ahmadinejad ou manipulation du programme nucléaire iranien, appellent à une manipulation occidentale et la dénoncent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien dans les mains du pouvoir occidental de faire tomber un régime ou un autre, tel qu'aujourd'hui celui de Mahmoud Ahmadinejad, en déclenchant par exemple un vent de révolte populaire ? Vous y croyez ? Je crois que les Américains n'ont pas fait assez, qu'ils ont la capacité, parce que l'Iran, c'est 70 ethnies qui vivent ensemble. Donc ils ont les capacités de réveiller cette guerre civile et ce chaos populaire. Certainement. Ils l'ont fait déjà une fois, en 54, 53, avec Mossadegh. Mais je pense que les Américains sont aujourd'hui
ne travaillent pas de la même façon. Et ils ne sont pas, disons, concentrés ou centrés sur cette idée de faire tomber le régime. Ils ont manqué les grandes émeutes qu'il y avait eu il y a un an en Iran, comme vous savez. Et je crois que l'attitude d'Obama me rappelle beaucoup celle de Carter qui dit « Nous laissons le peuple iranien de décider de son propre sort. Nous, on ne se mêle pas. » Parfois, on doit se mêler parce que les intérêts, disons, de la paix du monde et de l'Occident, certainement, sont mis en danger par cet État, disons, pirate, qui s'en fiche éperdument des règles de paix ou de respect des libertés humaines, de respect de la communauté internationale. Est-ce que c'est une allusion au fait qu'il aurait fallu peut-être une politique plus interventionniste des États-Unis ou des Occidentaux en Égypte ou encore en Syrie ? Certainement. Vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez aussi que la révolution en Égypte, qui a été en fait dirigée contre le meilleur allié que l'Occident avait dans le Moyen-Orient, Hosni Moubarak, Obama était le premier à demander une transition 24 heures après que la révolte avait commencé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a obtenu aujourd'hui ? C'est cela. Ça, c'est la révolution égyptienne. Ça, c'est les droits de l'homme, les droits de la femme. Nous avons un régime islamiste aujourd'hui qui est pire que celui de Moubarak. En tout cas, agir un petit peu beaucoup, ce n'est jamais assez au goût de certains, c'est toujours beaucoup trop au goût d'autres. La tâche est difficile pour la communauté occidentale et vous le savez, il a des opinions de tous bords. Alors il y a un autre dossier très sensible auquel doit faire face Israël, c'est bien sûr le conflit israélo-palestinien. Et là, on doit bien l'observer, il y a un immobilisme parfait de la situation, un statu quo qui semble finalement convenir aux deux côtés. Les cartes aujourd'hui sont dans les mains des Israéliens et dans les mains des Palestiniens. Pourquoi plus rien ne bouge ? Les Palestiniens, premièrement, ne veulent pas négocier. Ils ne veulent pas négocier parce que pour négocier, ils devront arriver à un compromis. Pour eux, c'est beaucoup plus facile d'aller à l'ONU et de recevoir des déclarations, encore une fois, vides de sens. Les Palestiniens veulent négocier, mais ils veulent des conditions préliminaires, ce à quoi Israël n'est pas prêt. Même des conditions préliminaires. On les a déjà remplies une fois et ça n'a pas marché. Et les Palestiniens sont très inquiets sur ce qui se passe en Cisjordanie, mais ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas le temps. Le temps ne travaille pas pour eux. Parce qu'il y a d'autres colons qui arrivent, d'autres villages et villes sont créés en Cisjordanie. S'ils veulent avoir leur propre État, ils doivent négocier avec nous hier. Est-ce qu'il est encore temps, Michel Barzois, justement, vous dites hier, on parle de 500 000 Israéliens en Judée et en Samarie aujourd'hui. Est-ce que la solution de 2 États pour 2 peuples n'est pas déjà périmée ? Écoutez, pour l'instant, c'est encore faisable, parce que si nous concentrons... Vous y croyez encore ? Je crois encore, mais c'est très très court. Moi, je crois à une autre solution, la solution palestinienne, jordanienne, qui est toujours l'option qui est la meilleure. Sauf qu'elle ne plaît pas beaucoup aux Jordaniens. Elle avait plu énormément au roi Hussein, qui le voulait, parce que Hussein voulait récupérer ce territoire. Mais ça, c'est une autre question. On va discuter de cela une autre fois. Mais la question aujourd'hui de la négociation avec les Palestiniens, au moins Israël doit faire tous les efforts qu'il n'a pas fait jusqu'à présent pour ces négociations. Et avec toutes ces déclarations qu'on va construire ici, on va construire par là, on ne construit pas, mais on le dit. Ça énerve énormément la communauté internationale, ça énerve nos amis américains, et ça ne sert à rien. Alors, je crois que le prochain gouvernement doit adopter une initiative extrêmement, disons, claire pour la paix, pour négocier avec les Palestiniens. Une initiative qui accepterait à nouveau des conditions préliminaires ? Je ne sais pas si... Il n'y avait pas eu de conditions préliminaires dans le passé. Ça, c'est une nouvelle invention des Palestiniens qui voulaient... Ce que demandent les Palestiniens aujourd'hui, c'est la fin des constructions. La fin des constructions à Jérusalem, la fin des constructions en Judée et en Samarie. Est-ce que le gouvernement israélien qui se dessine aujourd'hui, avec à nouveau Binyamin Netanyahou à sa tête, serait prêt à une telle concession ? Voilà. Écoutez, en Jérusalem, on ne va pas arrêter de construire. Et ça, la gauche et la droite sont d'accord, c'est unanime. En Cisjordanie, ça veut dire en Judée et Samarie, la position, disons, de la gauche ou du centre est qu'on peut construire seulement dans les territoires qui sont dans les blocs qui vont passer, si vous voulez, vont être annexés à Israël dans un accord où ils seront chargés contre des territoires qu'on va céder aux Palestiniens. Et ces blocs-là sont très bien définis.
Ce que le centre et la gauche s'y opposent, c'est en fait à cette construction folle un peu partout, ce qui ne nous sert pas. Et ça a commencé en fait en 1977, ça a pris longtemps. Ça a commencé il y a longtemps, mais ça, on doit... Et c'est un phénomène qui a continué sous les gouvernements de droite ou de gauche, avec juste une ampleur différente, finalement. En effet, parce que les Palestiniens ne voyaient pas cela comme un obstacle aux négociations. Mais les Israéliens savaient bien que ça en était un à terme. On sentait qu'on peut négocier et tout cela va continuer. Aujourd'hui, on y avait au point où le monde entier, en fait, nous accuse et nous-mêmes, nous sentons que nous sommes en train, comme vous avez demandé auparavant, de manquer le train. Il est temps de commencer une négociation, au moins de faire les efforts pour une négociation sérieuse. Et vous croyez que demain, Binyamin Netanyahou acceptera de reprendre l'initiative sur ce dossier ? Ça dépend quel sera son gouvernement. S'il prend Lapid et Tzipi Livni dans son gouvernement, il devra le faire. Alors mais justement, ça on en va vient créer un à cette problème. constitution d'une coalition gouvernementale, Oui. et on le sait bien, aux yeux des Israéliens, ces dernières élections l'ont montré, le conflit israélo-palestinien n'est pas vendeur, la menace iranienne non plus. Ce qui préoccupe aujourd'hui les Israéliens, ce sont les dossiers économiques et sociaux, avec une croissance israélienne quasi record au cours de ces dernières années, une crise internationale passée sans dommage pour l'État juif, et pourtant les produits de cette croissance, eh bien les Israéliens n'en voient pas la couleur, c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui. Quelles sont les mesures que peut prendre l'État d'Israël pour davantage obtenir plus de justice sociale, pour reprendre le slogan des dernières manifestations ? Écoutez, sur le plan économique, on devra imposer un contrôle beaucoup plus serré sur les prix pour arrêter la montée des prix de tous les jours. Le numéro 1 de produit dans cette liste, c'est le prix du logement. Et ça, le gouvernement peut faire. Je ne sais pas s'ils peuvent faire descendre le prix du saucisson qui vient de l'étranger, mais ils peuvent certainement bloquer les prix du logement. Alors justement, Stanley Fischer l'affirmait haut et fort au même moment où il a annoncé sa prochaine démission du poste de gouverneur de la Banque centrale d'Israël. Aujourd'hui, les choses peuvent changer en Israël, les choses peuvent s'arranger sur le plan économique, mais il faudra des décisions courageuses. Qu'entend-il par décision courageuse aujourd'hui ? Par exemple, le dégel des terrains de construction, un contrôle très serré de l'État sur la construction, sur les prix des appartements, une initiative de construction de logements qui seront alloués. Pourquoi en France, des gens peuvent vivre toute leur vie dans un appartement qui sont loués, qui ne leur appartiennent pas. Ils payent une somme, disons, assez normale pour la location de leur appartement, et ils n'ont pas de problème de payer cette hypothèque qui pèse sur eux pendant 40 ans. Alors certains vous répondront sans doute parce que la gauche est au pouvoir et l'a été suffisamment longtemps pour imposer de telles réformes. Or, le choix du Parti travailliste semble être de ne pas rejoindre cette coalition gouvernementale. C'est le choix affiché de Shelly Yahimovitch. On connaît l'idéologie économique de Binyamin Netanyahou, profondément libérale. C'est également celle de Yair Lapid aujourd'hui. Donc quelles sont les chances que cela change ? Pas sur le plan du logement. Yair Lapid a beaucoup joué sur cette question-là. Le prix du logement, la montée des prix et la question, bien sûr, de la mobilisation des ultra-orthodoxes. Tout en gardant un programme économique d'inspiration capitaliste. D'inspiration, oui. Parce que ça, c'était toujours la politique de son père. C'est lui aussi qui est un parti du centre, pas un parti du centre-gauche. Mais la grosse bêtise est celle du Parti travailliste. Et vous croyez qu'il saura imposer ses vues à Binyamin Netanyahou aujourd'hui ? Écoutez, il peut se permettre aujourd'hui de demander beaucoup à Binyamin Netanyahou, parce que ce sera très difficile pour Netanyahou de créer un gouvernement sans Lapid. Sans Lapid, ni Tzipi Livni, ni Mofaz, ni le Parti travailliste ne vont pas se joindre. Donc, il aura, au meilleur des cas, un gouvernement d'une majorité de 61 qui pourra éclater à tout instant. Alors, il a besoin de Lapid. Un mot de Shelly Yahimovitch aujourd'hui. Binyamin Netanyahou a appelé les formations de gauche à le rejoindre pour former un gouvernement d'union. Shelly Yahimovitch refuse, l'a déjà fait pendant la campagne électorale. Elle réitère aujourd'hui son opposition à rejoindre sous quelque forme que ce soit un gouvernement de droite. C'est une bonne décision ? Non, c'est une bêtise. Je pense que le Parti travailliste aurait dû rejoindre le gouvernement, essayer au moins de rejoindre le gouvernement, s'ils peuvent arriver
disons, à une position commune, n'est-ce pas? Il y a toujours, au début d'une négociation, on cherche de trouver si on peut se mettre d'accord sur quelques lignes de base du gouvernement. Et je pense que c'est une grande erreur de rester à côté et de proclamer la sainteté ou le bien-être d'une opposition. Et pourtant, rester à tout prix dans le gouvernement de Netanyahou, ça a été l'erreur d'Ehud Barak, ça a été le début du déclin des travaillistes. Je ne pense pas que c'est causé à cause de cela. Je pense peut-être que ça a été à cause d'une autre qualité de Barak, qui n'est pas exactement une qualité, qui est un grand défaut, c'est qu'il a été un mauvais chef de parti. Mais se joindre au gouvernement, Shimon Peres s'est joint au gouvernement national, sous lui, après sous Shamir, et ça n'a coûté à rien. Et après le second gouvernement national, en 92, il y a Rabin, à la tête du Parti travailliste, qui a gagné les élections. Ça veut dire se joindre à un gouvernement, mais lutter pour ses propres idées et pouvoir montrer les résultats au pays et à leurs électeurs, ça peut être très bien. Alors ce week-end, les médias israéliens n'hésitaient pas à titrer Shelly Yachimovitch, excellente députée, excellente législatrice, mais dirigeante exécrable. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Tout à fait d'accord. Elle a pourtant doublé le nombre de députés. Elle n'a pas doublé, non. Par rapport à la dernière il était 13, ils sont devenus 15. Qu'est-ce qu'elle a doublé? Elle espérait d'avoir 25. De quoi parlez-vous? Et avant elle, il y avait 18, et avant 21. Alors, elle n'a rien doublé. Et elle a perdu au moins 3 sièges au parti Meretz, au moins 3 autres sièges à Yair Lapid. S'il avait une autre politique, si elle n'avait pas balayé les questions magistrales, majeures du pays sous le lead, sous le tapis, quand elle parlait seulement des questions économiques et sociales, comme si elle était à la tête d'un syndicat, de la SFIO ou de la CGT. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le public lui a dit « Nous ne voulons pas de vous ». Et c'est quoi l'avenir de la gauche israélienne aujourd'hui? Est-ce qu'elle a encore les moyens de se reconstruire? Est-ce qu'elle a à sa tête le leadership suffisant? Mais bien sûr. Écoutez, ces élections, plus que n'importe quelles élections, ont été des élections centrées sur le chef du parti. Parce que si vous regardez la liste du Parti travailliste, c'est pas grand-chose. Hein. On a trouvé des gens qu'on ne connaît pas. La même chose avec Lapid. La plupart de sa liste, c'est des inconnus total. Un renouvellement des générations politiques qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Mais les gens n'ont pas voté pour la nouvelle génération politique. Ils ont voté pour Lapid ou contre Shelly ou pour Netanyahou. Ça, c'est le point. Et je pense que aux prochaines élections, ou n'importe quelles élections, si le parti a à sa tête, n'importe quel parti, je parle des travaillistes, mais aussi des autres, s'ils ont à leur tête des leaders charismatiques qui sont des gens qu'on connaît, qu'on apprécie, qu'on respecte, ils ont toutes les chances de gagner comme Lapid a gagné cette fois. Et je crois que dans l'avenir, de plus, avec les médias de masse, les médias électroniques, le leader d'un parti n'importe quel sera d'un poids beaucoup plus important qu'il était auparavant. Alors Michel Barzoar, un mot pour conclure. On critique bien souvent l'instabilité du système politique israélien. Binyamin Netanyahou en est à sa 3e mandature. Votre pronostic pour la longévité du prochain gouvernement de Binyamin Netanyahou, 4 ans ou moins? Non, ce gouvernement ne pourra pas tenir parce qu'il y a dedans trop de tensions qui se déchirent, comme par exemple Bennett et Lapid sont opposés sur quelques questions majeures, comme la négociation de paix, comme le service militaire, parce que Bennett aussi a ses limites. Il veut que les religieux servent dans l'armée, mais jusqu'à un certain point. Le chasse est tout à fait contre, bien que le chasse va s'atteler à ce carillage, au gouvernement de Netanyahou, parce qu'il ne peut pas vivre sans cela. Mais quand même, les tensions entre droite et gauche, droite et centre, vont arriver à un point où je pense qu'un an et demi, 2 ans, ça ne va pas tenir plus que cela. Et ce, jusqu'à ce qu'on arrive à une véritable réforme du système électoral. J'espère bien, mais je ne suis pas sûr. Toujours, on nous promet une réforme du système. Je me souviens du parti Daesh, qui a été créé en 1977, qui nous avait promis que dans 4 ans, tout sera changé. Moi-même, avec le Parti travailliste, j'ai passé les lois pour le changement du système, et rien n'a changé. Et donc on verra si le prochain gouvernement résiste à l'examen de ses promesses électorales. Merci Michel Barzoar d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci. C'est la fin donc de l'entretien. Merci de l'avoir suivi. Et la suite de l'information, c'est tout de suite sur GuiSen TV.